Au titre de Mille Merci, nous sommes absolument enchantés, très fiers de participer à ce groupe du CCM dont de plus en plus de gens parlent effectivement. Et tout de suite, il nous paraissait pertinent de vous présenter avec Gilles ce travail de recherche qui a été mené par Gilles et Anne-Sophie. Et qui me semble être un sujet très important pour faire peut-être la transition avec ce qu'on vient de voir. C'est que on a beaucoup parlé à l'instant de confiance, on a parlé du vendeur physique. Et je crois que le sujet qui a été abordé ici, il nous intéressait, nous, Mille Merci, évidemment, terriblement, puisque notre métier étant d'aider les entreprises à constituer un peu un bon vendeur, mais sur les médias interactifs et grâce aux médias interactifs. Donc, est-ce qu'il y a de l'espoir pour arriver un jour à recréer un bon vendeur relationnel sur les médias interactifs? Je ne sais pas. En tout cas, c'est à ça qu'on travaille. Et cette recherche, elle nous donne l'occasion d'explorer ce thème-là, puisque, comme Gilles va le présenter, l'idée est d'essayer de déterminer ce qui va constituer finalement les leviers d'une fidélité relationnelle dans le temps. Et donc, je crois que le protocole était passionnant à étudier. Le sujet est brûlant d'actualité. Je voudrais juste rappeler en introduction que vous avez tous vu que malgré tout ce qu'on peut dire ou imaginer sur la perception d'intrusion dans la vie privée des internautes, vous avez vu tout récemment que l'enseigne préférée des Français en 2012, c'était Amazon, après Picard l'année dernière. Donc c'est quand même peut-être un élément qui doit nous faire aussi réfléchir. On voit que c'est pas impossible d'inspirer confiance quand on est un pure player. Et celui qui est l'enseigne préférée des Français, c'est certainement celui aussi qui se caractérise par la plus grande transparence affichée. On peut discuter évidemment, mais je crois qu'ils ont à cœur depuis longtemps d'essayer d'être relativement clairs et ouverts sur ce qu'ils font. Et ils le font objectivement, je crois, relativement bien. Voilà, donc peut-être tout de suite... Voilà, on va passer sur la présentation de Mille Merci, qui n'est pas vraiment le sujet, je crois, et attaquer ce sujet de la fidélisation. Alors, merci Thibault. Donc, bonjour à tous. Alors, l'objectif ici, ce n'est pas de vous mettre une quantité incroyable de chiffres incompréhensibles, de présenter des modèles, etc., mais plutôt d'aller un peu à l'essentiel et de nous focaliser sur ce que l'on peut apporter, nous, en tant que chercheurs, à la compréhension des phénomènes que vous devez gérer finalement au quotidien dans les entreprises. Alors, c'est vrai que le temps de la recherche et le temps de l'entreprise ne correspondent pas toujours tout à fait, puisque nous, notre objectif, c'est de publier. Mais pour publier, hein, nous tous, là, dans le CCM, on a besoin de données, on a besoin aussi de partenariats avec les entreprises, donc il faut le savoir, et tout le monde ne le sait pas. Nous tous, nous collaborons continuellement avec des entreprises pour avoir accès à des données. Et lorsqu'on a la chance finalement de tomber avec Mille Merci qui pratique ça depuis de nombreuses années, eh bien, on peut vraiment avancer sur les sujets, sachant qu'on ne fait pas simplement des études ou des études de marché, mais on fait de la recherche, c'est-à-dire qu'on a un souci de généralisation et de validité, hein, de validation aussi de nos résultats dans nos recherches. Alors le sujet qu'on traite, qu'on a traité ensemble avec Mille Merci, puis avec Anne-Sophie Caz, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, c'est le sujet de la fidélisation en ligne, et notamment dans l'e-commerce. Alors Yann Klessen, je ne sais pas s'il est là. Non, je ne sais pas. Pas encore, il est là. Alors il a contribué justement à notre ouvrage, et puis il expliquait dans son passage que 95% des ressources finalement dans l'e-commerce sont consacrées à la conquête, au recrutement, à faire du marketing à la performance et finalement pas véritablement à la fidélisation. Donc il y a probablement un décalage entre nous qui traitons de la relation client et puis le contexte particulier de l'e-commerce où c'est toujours de la conquête, de la conversion, différents indicateurs. Et donc parler de relation client, parler de fidélisation, c'est un petit peu anachronique ici, mais on va essayer de le faire. Notamment parce qu'il y a de véritables enjeux derrière cette fidélisation dans un contexte où on sait très bien, un jour ou l'autre, on va arriver en phase de maturité et il faudra aussi conserver les clients et pas simplement conquérir
de nouveaux clients. Donc on a ici quelques exemples de positions totalement différentes, avec certains qui disent ce n'est pas possible, et puis d'autres qui disent oui c'est possible, mais bien sûr à condition de s'en donner les moyens, c'est-à-dire à condition d'investir massivement dans la fidélisation sur Internet. Donc les questions qu'on va se poser aussi, hein, et ça a été un petit peu abordé, c'est finalement est-ce qu'on va vers plus de relations? Et c'est vrai que lorsqu'on parle d'ICRM, c'est la promesse principale, c'est de localiser, construire, améliorer les relations clients à long terme. Mais en même temps, comme le dit notre collègue Christophe Benavent, si les systèmes CRM ont pour finalité d'améliorer la qualité de la relation, leur mécanisation produit parfois l'effet opposé. Et on est tous exposés à une quantité d'emails non sollicités, non désirés, des spams en quantité, des appels téléphoniques, des SMS, etc. Donc on est sans arrêt, bien sûr, soumis à cette pression commerciale extrêmement forte. Et donc ICRM ne rime pas forcément toujours avec qualité des relations, et c'était un des éléments qui nous intéressait dans cette recherche. Alors, cette collaboration avait plusieurs objectifs, donc rapidement, hein, c'est d'abord remettre au cœur de notre réflexion la question de la qualité de la relation. Donc c'est bien sûr d'essayer de créer des contacts avec les clients, mais c'est mieux si on parvient quand même à créer une véritable qualité. Et on revient sur ces notions centrales qu'on connaît depuis une vingtaine d'années en recherche marketing, hein, c'est les notions de confiance et d'engagement affectif du client vis-à-vis du site web, en particulier de l'e-commerçant. Donc ça, c'était le premier élément. Deuxième parti pris, c'est essayer de regarder dans la littérature existante les leviers potentiels de fidélisation existants dans le domaine de l'e-commerce. Troisième objectif de notre collaboration, c'était de construire une sorte de baromètre de ces différents leviers et de développer un certain nombre d'échelles de mesure, d'instruments de mesure permettant de capter finalement la manière dont les consommateurs percevaient les pratiques d'entreprise. Quatrième élément, c'était finalement d'avoir une vraie contribution théorique aussi, hein, c'est-à-dire d'aller plus loin et de voir comment on peut mettre en relation les perceptions des clients avec les comportements d'achat réels des clients observés dans les bases de données de différentes entreprises et ici dans ce cas-là, de 2 e-commerçants que je ne pourrais pas citer pour des raisons de confidentialité, mais qui sont bien existants, hein, et bien sur la place. Cinquième objectif, c'était de dissocier aussi, de tenir compte des emails envoyés et de dissocier 2 types d'emails. Des emails tactiques qui peuvent être envoyés donc en masse par les différents annonceurs et les emails automatiques qui sont davantage sollicités et qui sont adressés automatiquement, retargetés d'une certaine manière, à partir du moment où l'internaute fait un acte particulier, consulte une page, notamment sur un site. Et donc qui sont potentiellement plus acceptés que les autres. Donc le plan de la présentation est classique, en tout cas pour nous chercheurs, c'est d'abord dans un premier temps on va voir un petit peu la littérature et identifier les différents leviers de la relation client. Et puis dans un second temps on présentera les résultats de l'étude empirique réalisée donc auprès de clients de 2 sites marchands. Et puis ensuite on reviendra avec Thibaut sur les pistes d'action marketing que l'on pourra évoquer. Alors première partie, donc les leviers de la relation client. Alors depuis une bonne quinzaine d'années, on travaille sur la qualité de service d'un site web. Donc il y a eu une échelle de mesure faite par des Américains qui s'appelle Easterqual, qui a permis d'identifier les différents aspects de cette qualité de service, le respect des engagements, la navigabilité, voilà, le choix qui est proposé, donc différents aspects qui ont été largement traités. La notion de confiance apparaît aussi dans cette recherche depuis très longtemps, si ce n'est que ce qu'on regarde essentiellement dans ces recherches, c'est comment la confiance envers le site, lorsqu'on est un visiteur, conduit à faciliter la conversion, c'est-à-dire l'achat ponctuel sur le site. Mais la confiance n'était pas vraiment envisagée dans une logique très relationnelle de développement d'une relation durable, finalement. Au-delà des aspects relatifs à la qualité de service d'un site web, il y a eu un modèle qui a été développé par des Américains, qui a été publié dans Journal of Retailing en 2002, qui s'appelle le modèle des 8C, qui reprend en compte plusieurs facteurs de fidélité, que nous reprenons ici. Donc on a finalement
8 leviers qui reviennent assez régulièrement dans toutes les recherches en marketing. On a d'abord des aspects qui relèvent finalement de la qualité de service du site web, la variété et le choix, donc l'assortiment qui est proposé par l'e-commerçant. Deuxième chose, le respect des engagements, et en particulier ce qui paraît véritablement pertinent pour beaucoup de répondants, c'est le respect des délais de livraison, hein, au-delà des erreurs qui peuvent être commises. Troisième élément, le design esthétique du site, hein, c'est finalement le look and feel que les consommateurs ressentent lorsqu'ils sont sur le site Internet. Et puis ensuite, il y a des différentes dimensions de navigabilité ou d'interactivité du site web, c'est-à-dire, et notamment en particulier, l'impression qu'on a un certain contrôle sur la navigation et qu'on ne nous fait pas apparaître sans arrêt des pop-up ou des petits flashs finalement que l'on n'a pas sollicités. Ensuite, dans les différents travaux, hein, et notamment dans le modèle EUIC, on a intégré d'autres dimensions, plus ICRM, qui sont liées au fait qu'aujourd'hui, on identifie les clients, on leur adresse des emails, donc on les contacte régulièrement, et on a le potentiel aussi de customiser ces différents emails. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont directement entre les mains de l'entreprise, puis la question de la gestion du respect de la vie privée, c'est une dimension que l'on a intégrée nous-mêmes, parce que, comme on l'a vu dans la discussion précédente, il y a de vrais enjeux derrière ce respect de la vie privée. Et puis enfin, il y a bien sûr, on a parlé de Facebook, il y a tous les réseaux sociaux qui se créent, et en particulier les sites marchands ont la possibilité de mettre en relation leurs propres clients entre eux, et donc de créer un sentiment de communauté, et donc ça renvoie un petit peu à cette idée de social CRM. Voilà, donc ce sont les 8 leviers que l'on souhaitait envisager, et mettre en relation, notamment avec les comportements. Donc, il y a un certain nombre de gaps, hein, de trous, de fossés dans la littérature marketing. On a beaucoup de recherches qui traitent surtout sur la conversion des visiteurs en acheteurs. Ce qui répond finalement énormément, bien sûr, à l'objectif de beaucoup d'e-commerçants aujourd'hui, et comme on l'a dit, hein, 95% des investissements, c'est justement sur cette conquête, sur ce recrutement, et finalement assez peu, quelquefois, ça dépend bien sûr des e-commerçants, mais assez peu, quelquefois, sur la fidélisation. Deuxième élément, la qualité de la relation, assez peu envisagée finalement. Donc la confiance vue plutôt sous un angle très transactionnel, et une sorte de mépris, enfin, pas forcément d'intérêt accordé à l'engagement, et notamment à l'engagement affectif qu'il peut y avoir des consommateurs vis-à-vis du site marchand. Donc, l'idée ici, c'était de remettre encore une fois la qualité de la relation au cœur du sujet, en intégrant simultanément la confiance et puis l'engagement. Troisième élément, aussi, la recherche, finalement, a tendance à considérer les emails de manière très générale, sans dissocier email tactique et email automatique. Or, grâce, finalement, à mille merci, on a la possibilité, bien sûr, de distinguer ces deux types d'emails et de connaître le réel, finalement, hein, l'emailing étant une pratique extrêmement répandue lorsqu'on parle d'ICRM. Là, on a cette possibilité de distinguer ce qui n'a jamais été fait véritablement dans les recherches marketing. Et puis, quatrième élément, aucune recherche réelle ne met en relation les perceptions et les comportements d'achat réels des clients. Donc là, l'idée, c'était d'abord de demander aux clients ce qu'il en pense. Et déjà, rien que ce fait-là, je pense que je peux vous poser la question, est-ce que vous demandez à vos clients, d'une manière générale, ce qu'ils pensent de vos pratiques sur Internet? Je suis passé, enfin, j'ai rencontré quelques managers qui m'ont dit, mais non, à quoi ça sert? Bon. Donc, concrètement, il y a beaucoup de tests qui sont faits, on teste différents emails, etc., mais on ne demande pas forcément toujours l'avis du client concernant l'ensemble des pratiques de l'entreprise à son égard. Donc l'idée, c'était demandons au client ce qu'il en pense et regardons dans quelle mesure il y a des incidences sur ses comportements réels. Donc le modèle rapide, hein, est relativement simple. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de leviers, donc les différentes perceptions des clients concernant la customisation, le respect de la vie privée,
la fréquence de contact, hein, c'est plutôt cette idée de est-ce que j'ai l'impression d'en recevoir beaucoup, d'en recevoir peu, le respect des engagements, et en particulier ici le respect des délais de livraison, la variété et le choix qui est proposé par le site, donc la largeur et la profondeur de l'assortiment, le design du site, c'est-à-dire toute la partie esthétique du site, est-ce que c'est agréable ou pas agréable, la navigabilité, interactivité, est-ce qu'on a l'impression d'avoir un certain contrôle lors de la navigation, est-ce que c'est accessible, est-ce qu'on navigue facilement ou pas, donc c'est intégré également. Et puis un aspect communautaire, c'est-à-dire est-ce que le site permet une mise en relation finalement entre les différents clients de l'e-commerce. L'objectif ici, c'est donc de remettre la qualité de la relation au cœur du sujet et de regarder dans quelle mesure finalement cela médiatise, c'est-à-dire cela se place finalement entre ces différents leviers et les comportements de fidélité que l'on a mesurés. On a notamment, et je reviens un petit peu sur les propos de Claire Gauzante, qui expliquait qu'il y avait vraiment deux éléments clés dans cette confiance. Il y a finalement des croyances des clients vis-à-vis, enfin, concernant la crédibilité du site marchand, c'est-à-dire sa compétence. Et puis d'autre part, il y a des croyances concernant sa bienveillance, c'est-à-dire la volonté d'agir dans le sens des intérêts du client. Et donc, on peut être compétent et malveillant, ou on peut être incompétent et bienveillant, ou on peut être compétent et bienveillant. Bien sûr, c'est le mieux. Mais en tout cas, il y a des facettes différentes de cette confiance. Et là, l'objectif, c'était justement de regarder si certains des leviers agissent plus ou moins sur certaines de ces facettes de la confiance. On intègre également la politique d'emailing des deux sites concernés, et la politique d'emailing réelle, d'accord, avec les emails tactiques et les emails automatiques. L'engagement étant une mesure finalement du rapport affectif qu'ont les clients vis-à-vis du site marchand. Donc l'étude empirique a été réalisée auprès de clients de deux sites marchands, qu'on appelle ici Deals & Co et puis Gift & Co. Donc deux sites très différents. Donc un qui est à orientation très utilitaire, donc assez centré sur les bonnes affaires, les prix, etc. Et puis un autre plus à orientation hédonique, centré sur le plaisir d'achat, la découverte des produits, donc une dimension plus hédonique lors de l'expérience de shopping. On a croisé des données attitudinales, donc les perceptions et les différents construits relationnels, confiance, engagement, que l'on a mesuré à travers un questionnaire qui a été adressé donc, aux différents répondants. Et on a croisé ensuite ces données avec des données comportementales relatives finalement à ces mêmes clients. Et on avait donc des informations sur le nombre d'articles achetés, le nombre de commandes et le montant global des achats. Et puis on avait aussi bien sûr des données factuelles sur le nombre d'emails tactiques et automatiques reçus par ces clients. On a adressé ce questionnaire et on obtient ces données à la fois sur les prospects et sur les clients, mais ici, aujourd'hui, on va parler uniquement des clients, puisqu'on est vraiment dans des logiques de fidélisation de clients actuels qui ont déjà, dans le passé, réalisé au moins une transaction. Donc notre échantillon total est composé de 1796 personnes, avec 732 clients de Deals & Co et 1064 clients de Gift & Co. Donc ici, très rapidement, je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, voilà. Donc il y a, globalement, bon, on revoit ici des différences significatives. Alors quelque chose qui est à noter, c'est que le site Gift & Co est composé davantage de femmes que d'hommes, alors que c'est beaucoup plus équilibré pour Deals & Co. On voit bien qu'en termes de fréquence d'envoi d'email, bon, il y a des différences qui sont significatives, mais elles ne sont pas non plus totalement énormes dans ce cas-là. Alors, nous, notre objectif lorsqu'on fait une recherche, c'est de valider un peu les échelles de mesure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne pose pas qu'une seule question et on regarde si nos mesures sont fiables, valides, ce qui fait qu'on a quelquefois des questionnaires qui sont un peu plus longs. Pour mesurer chaque concept, ne serait-ce que l'engagement, on utilise 3 ou 4 items, 3 ou 4 questions différentes pour s'assurer que la réponse converge chaque fois et que lorsqu'on mesure l'engagement, c'est véritablement différent de la confiance ou de notre construit. Donc il y a une lourdeur, j'allais dire, dans la réalisation de l'enquête qui est plus forte, bien sûr, que lorsqu'on fait une simple étude de marché. Mais d'une manière générale, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé un processus itératif. On a d'abord testé notre questionnaire sur les étudiants, puis ensuite sur les employés d'entreprise, notamment de Mille Merci, puis ensuite
on a fait ça sur les clients réels. Et donc, ça a permis d'améliorer petit à petit les indicateurs utilisés dans notre baromètre pour obtenir une échelle de mesure tout à fait fiable et valide pour l'ensemble des construits que l'on voit ici. Et c'est fiable et valide à la fois sur les prospects et sur les clients, ce qui est rassurant. Et c'est valable aussi sur les données 2010 et sur les données 2011 que l'on avait obtenues. Alors les résultats principaux, c'est que d'abord, lorsqu'on veut paraître compétent ou lorsqu'on veut paraître bienveillant, on ne doit pas miser sur les mêmes antécédents. Donc cela dépend finalement de l'objectif que l'on se fixe. Si on veut être crédible, eh bien, il y a un élément central qui apparaît ici, c'est le design esthétique du site. C'est un signal extrêmement fort de compétence, de savoir-faire, de sérieux du site marchand. Et il y a une corrélation extrêmement forte entre design esthétique du site et puis crédibilité. Ensuite, l'assortiment, la variété, le choix proposé. Plus on propose un choix élargi, plus cela semble crédible pour les répondants. Le respect des engagements, c'est une facette, donc le respect en particulier des délais de livraison, ça contribue à la fois au sentiment de crédibilité du site marchand et aussi à son sentiment de bienveillance. C'est-à-dire qu'il a à la fois la capacité, mais aussi la volonté de servir ses clients. Ensuite, les éléments relatifs à la customisation, au respect de la vie privée, à la navigabilité, et notamment à la partie relative au contrôle de la navigation, eh bien ce sont des éléments qui contribuent, qui servent de levier pour créer de la bienveillance perçue chez ces différents clients. Donc, finalement, les deux facettes de la confiance ont des antécédents différents, on doit utiliser des leviers différents, et lorsqu'on, par exemple, communique sur le respect de la vie privée, eh bien, ce sera un facteur qui va contribuer à la bienveillance. Et ensuite, par contre, ce qu'on voit, bien sûr, c'est que la confiance est un facteur d'engagement, et l'engagement, c'est un facteur de fidélité comportementale. Ce qui est rassurant d'une certaine manière, c'est que lorsque on sait inspirer confiance et lorsqu'on est capable d'avoir des clients engagés, effectivement, eh bien ça peut se voir, bien sûr, en argent sonnant et trébuchant d'une certaine manière, puisqu'il y a davantage d'achats, davantage d'articles achetés. Alors ensuite, il y a des éléments qui diffèrent selon les deux sites. Et c'était aussi l'un des objectifs que l'on avait. On a toujours ce souci de généralisation. On se dit, est-ce que ce que l'on trouve, c'est vrai ailleurs? C'est vrai sur les différents sites. Alors, en particulier, ce qu'on voit, c'est que l'aspect communauté n'a d'impact et n'a de rôle à jouer que pour le site de Deals & Co. Pour un des deux sites qui, finalement, je ne peux pas le citer, mais mise quand même pas mal sur les interactions qu'il peut y avoir entre les différents clients. Notamment parce qu'ils vendent à la fois des produits d'occasion et des produits neufs. Et donc, il y a forcément des... il y en a qui réfléchissent. Donc, il y a cet aspect communautaire qui est très fort, mais en même temps, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il ne faut pas que tout le monde se jette aussi dans cette idée de communauté. Pour le site Gift & Co, ça n'a absolument aucune incidence sur la confiance. Donc ce qu'on voit aujourd'hui sur l'engouement pour le communautaire, pour plein de choses comme ça, bon, encore une fois, c'est à user avec modération et avec équilibre. Donc la communauté, ça n'a d'impact que pour un cas particulier. Contact, c'est un facteur pour Gift & Co, un facteur de crédibilité. Par contre, ce qui apparaît sur les deux sites, c'est que plus on a l'impression d'être contacté régulièrement par le site marchand, et moins on a tendance à être engagé affectivement, finalement. Donc il y a une sorte de phénomène de distanciation des clients lorsqu'ils ont l'impression de recevoir un nombre finalement incalculable de mails de la part du site marchand. Alors ce qui est intéressant là, c'est que finalement il y a une sorte de déconnexion, il n'y a pas de corrélation entre la fréquence perçue de réception d'emails et la fréquence réelle. C'est qu'aujourd'hui, on est tellement sollicité par un grand nombre d'entreprises que l'entreprise nous en envoie beaucoup ou peu, finalement, on a toujours l'impression d'en avoir beaucoup. Alors, certains pourraient se dire, ben, dans ce cas, on peut y aller. Hein, on peut balancer puisqu'ils ne se rendent pas compte. Ça ne change rien. Mais, en tout cas, il y a forcément quelque chose à méditer là derrière. Et puis ensuite, il y a d'autres facteurs directs. Alors, autre élément intéressant ici, c'est qu'on avait dissocié les emails tactiques et les emails automatiques. Et on s'aperçoit que les emails tactiques ont, dans les deux cas, pour les deux sites, un impact
négatif et significatif sur la fidélité. C'est-à-dire que finalement, plus on en envoie de mails tactiques, et moins les clients sont fidèles. Alors, l'influence est faible, mais elle est quand même significative sur les deux sites. Alors, les emails tactiques, ce sont les emails promotionnels, les grandes campagnes promotionnelles qui sont faites et qui ne sont pas et qui vont plutôt dans le sens de l'entreprise vers le client. Les emails automatiques, c'est lié finalement à un acte réalisé par le consommateur, par exemple sur le site web, et ensuite il y a un envoi d'email qui se fait automatiquement, voilà, directement à partir du site. Alors, quel genre si vous voulez, quand vous faites le programme relationnel d'une marque qui parle à ses clients, elle va très vite s'apercevoir qu'il y a deux types de messages qu'elle va être susceptible d'envoyer. Des messages qui vont être pour tout le monde pareil, en général liés à l'activité, au calendrier, des promotions, etc., qui ont souvent un contenu promotionnel très fort. Puis des messages beaucoup plus intrusifs, beaucoup plus individuels, mais qui vont être déclenchés par des triggers lié à un événement personnel, un email cross-sell, vous achetez un rasoir, on vous vend l'accessoire qui va avec, c'est un email de trigger, c'est un email automatique. À l'inverse, une campagne promotionnelle qui vous dit cette semaine c'est la semaine du blanc, c'est un email beaucoup plus tactique pour tout le monde pareil. Voilà. Donc, alors par contre, ce que l'on observe justement, c'est que ces emails automatiques ont un impact extrêmement fort sur la fidélité. Justement parce qu'ils correspondent davantage, ils sont plus pertinents personnellement, et donc ils peuvent générer davantage d'achats. Par contre, les emails tactiques que l'on reçoit, parce que globalement on reçoit 10 fois plus d'emails tactiques que d'emails automatiques, eh bien ces emails automatiques ont quand même un impact extrêmement fort. Alors ce que l'on voit aussi à travers cette enquête, c'est que il y a donc un impact de l'engagement, et donc l'engagement affectif qui est une valeur finalement, tout à l'heure vous parliez de capital préférence, hein, mais finalement cette notion d'engagement, elle renvoie un petit peu à cette idée-là, hein, affective finalement. Eh bien on voit qu'il y a un impact notamment de l'engagement dans la relation en 2010 sur les comportements d'achat en 2011. Donc il y a une sorte d'élément longitudinal finalement, hein, ce que l'on pense aujourd'hui a un impact sur ce que l'on fait demain. Même si, bien sûr, l'impact reste tout à fait modéré, qu'il y a, bien sûr, dans ce domaine-là comme ailleurs, un fort effet d'inertie. Donc, ça joue finalement plus sur la déviation par rapport à la norme que sur la totalité, bien sûr, du comportement. Voilà, donc conclusion. Alors, conclusion, contribution. Bon, d'abord, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est une première mise en relation de 8 perceptions avec les comportements d'achat réels sur 2 sites marchands, ce qui permet d'avoir une certaine validité externe. Et ça intègre simultanément les rôles médiateurs de la confiance et de l'engagement dans la relation. Et puis on distingue aussi les emails selon qu'ils soient initiés par les entreprises tactiques ou finalement initiés quelquefois implicitement par nos propres actions, c'est-à-dire par les clients. Implication managériale ? Bon, alors, donc d'un point de vue managérial, c'est hyper intéressant parce que vous avez sans doute jamais vu ça ailleurs, puisque ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'un design de recherche où on a sur 2 ans du comportement un point de mesure massif d'attitude, puis du comportement ultérieur, et puis un deuxième point de mesure sur les mêmes individus 12 mois plus tard, c'est quand même un protocole qui est assez long par définition, assez complexe, et je tiens à féliciter Gilles et Anne-Sophie pour leur persévérance dans ce travail de recherche. Nous, c'est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on le vit tous en tant que consommateurs, on est globalement assailli de messages publicitaires, notamment par email. Et notre métier à nous, mille merci, c'est évidemment de sensibiliser les marques pour lesquelles on travaille au fait que ce qui compte, c'est pas la vente qu'on fait immédiatement, mais c'est la vente qu'on fait à moyen terme. Et le trade-off terrifiant auquel on se trouve tous confrontés, je pense, dans ce domaine, c'est qu'on fait toujours un peu plus de chiffre d'affaires à court terme quand on envoie un peu plus de messages. Et ça, vous pouvez tous le comprendre, bien entendu. Donc, le dilemme du vendeur transactionnel
relationnel, on le vit par email et on le mesure. Donc, effectivement, accepter d'adopter une démarche relationnelle, c'est, comme le disait Pierre tout à l'heure, accepter de perdre un peu de chiffres à court terme. Mais pour gagner quoi? Et la question, c'est le quoi et comment mesurer ce quoi, finalement. Parce qu'on voit bien de manière qualitative que si on envoie trop de messages, ben, on détruit... D'abord, on a de la désinscription, et puis ensuite, on a de la lassitude, c'est-à-dire un comportement d'inactif, de gens qui ne réagissent plus au stimulus qu'on peut envoyer. Mais restait à démontrer le fait qu'on pouvait dégrader durablement la perception de l'image d'une marque et même son comportement, enfin le comportement individuel de réachat. Et je crois que c'est vraiment un morceau de recherche qui est très intéressant à cet égard, parce qu'il nous permet d'aller voir nos clients et d'appuyer le fait que ça a du sens de modérer sa pression promotionnelle et d'adopter des objectifs un tout petit peu plus moyen terme et de valoriser la perception que les internautes vont avoir de notre marque parce que ça a du sens business. Cette recherche, c'est pas du mécénat pour mille merci, c'est un investissement de compétitivité pour pouvoir mesurer mieux ce qui se passe dans la tête d'un consommateur et d'une base de données de clients, et puis bien sûr aussi de pouvoir argumenter sur le fait que cette modération promotionnelle est absolument clé dans la construction d'une préférence de marque et d'un comportement effectif de réachat ultérieur. Donc pour nous qui avons la chance d'encadrer pas mal de travaux de recherche, on a habituellement 3 critères pour évaluer la qualité d'un travail de recherche qu'on a pu mener avec un collaborateur extérieur, un labo ou bien intérieur. C'est d'abord les retombées managériales, là, elles sont très claires et je viens d'un point de vue qualitatif, je crois, d'essayer de les énoncer. Ensuite, je dirais, ce qui est important pour nous, c'est la qualité de la relation avec l'équipe de recherche, qu'on ne soit pas évidemment un fournisseur de données, mais qu'on participe à la réflexion de recherche qui est menée, et c'est vraiment ce qu'on a fait avec Gilles et Anne-Sophie, donc c'est très très important pour nos équipes. Et puis la troisième chose, c'est la capacité d'une recherche à nous surprendre. Une bonne recherche, c'est pas un truc qui confirme, c'est un truc qui surprend, et il y a dans cette recherche un certain nombre d'éléments qui sont assez étonnants, et donc notamment, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure sur les emails tactiques, ça a été un grand débat. Pourquoi est-ce que quand on mesure le chiffre d'affaires, on a l'impression que quand on en voit plus, on en fait plus et on le mesure et on est certain, mais pourquoi est-ce que Gilles et Anne-Sophie nous disent que plus on en voit et moins en comportement effectif de fidélité, on a de réachat. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont des questions vraiment intéressantes. Le travail se poursuit, on a un deuxième point de données, de recueil de données attitudinales, et surtout on souhaite maintenant l'élargir, en faire un vrai baromètre multisectoriel pour pouvoir aller de l'avant. Donc on a un truc qui se mesure, on a un truc qui a un sens de business, et on a un très beau travail. Donc bravo à Gilles et Anne-Sophie. Merci à vous deux pour cette présentation tout à fait intéressante et pour ce témoignage de collaboration. Je vous propose peut-être de prendre une ou deux questions et ensuite d'aller faire un break. Il fait un peu chaud en plus dans cette pièce. Laurent. On a beaucoup parlé du coût de la confiance. J'aimerais bien qu'on parle du coût de la défiance. Parce que je comprends qu'investir dans la confiance, ça coûte quelque chose, mais ne pas investir ou laisser la défiance se développer, etc., je pense que ça a également un coût. Je pense à deux choses. Ici, je pense à ce qu'ont fait par exemple les assureurs, qui ont bien compris à un moment que, à force de vérifier que l'assuré avait vraiment un dégât des eaux, faire passer un expert, ont pris récemment le contre-pied et ils se sont dit que ça ne sert à rien de faire ça, autant finalement leur dire que si le dégât des eaux il est à moins de 1 500 €, je ne fais plus passer l'expert, et s'ils veulent faire les travaux eux-mêmes, je leur donne en 48 heures un chèque de 1 200 €. Ce que je trouve un exemple très intéressant, ces gens-là, les assureurs, c'est quand même des gens en général très près de leurs sous, assez défiants, et ils ont largement évolué là-dessus, et se sont dit certainement que ça leur coûtait moins cher de faire confiance que d'être en position de défiance vis-à-vis de leur client. Deuxième exemple auquel je pense à l'industrie de la téléphonie mobile et du coup de la défiance qu'il y a. Je pense que c'est une industrie où la défiance règne, malheureusement. Et je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir à quel point ces gens-là ont du mal à se faire maintenant simplement entendre de leurs propres clients. Je ne parle pas de leurs prospects, de leurs propres clients,
quand ils les appellent au téléphone, alors c'est une méthode dont on peut, etc. Mais enfin, bref, quand ils les appellent, ils ont un mal fou à même énoncer leur proposition commerciale. C'est-à-dire que la plupart du temps, et j'ai entendu parler de taux de rapproché, hein, pas de décroché, de taux de rapproché vertigineux dans cette industrie-là, où globalement, SFR m'appelle, ou Orange, ou je ne sais pas lequel, et puis je dis non, je ne veux pas vous entendre, paf, et je raccroche tout de suite. Là aussi, je pense qu'il y a un peu de la défiance, parce que arriver à se faire entendre de ses propres clients devient problématique dans cette industrie-là. Donc je trouve que c'est intéressant de parler du coup de la défiance aussi. Très intéressant comme remarque. Ça n'appelle pas forcément des réponses, hein, c'est plutôt des remarques, mais vous justement vous soulevez. Alors Christian Barbaret et ensuite Maurice Belay. Dans le panorama que vous avez évoqué au début, vous ne parlez pas des travaux d'Elisa Toufali à l'UQAM, Québec. Ils ont fait en 2009 une étude sur la mécanique de la fidélité dans l'e-commerce. Ouais. Il y a eu des questionnaires, alors un peu comme toujours chez nos amis universitaires, un peu de complaisance en modélisation interne. Ouais. Et on a travaillé ensuite avec eux, on a fait un travail terrain, on a échangé les données, on a partagé avec eux. Ça a été présenté il y a 3 ans maintenant, je crois, avec Christophe Benavent à Nanterre. Est-ce qu'il y avait des comportements ou les intentions d'achat? Il y avait les construits, c'est-à-dire qu'on avait 3 construits. Oui, oui. Confiance, crédibilité, bienveillance. Les chercheurs tournent autour de 2 ou 3 construits pour expliquer. Il y avait effectivement de la mécanique et tous les inputs qui rentraient pour alimenter la confiance, des analyses, et nous on avait fait avec Christophe des analyses type bayésiennes pour regarder toutes les corrélations et l'intercorrélation des critères entre eux, et ensuite explication appliquée à 5 sites d'e-commerce, explication et présentation des résultats. Et, alors forcément, il y avait un dernier slide. Le dernier slide, c'était les limites de la recherche éventuelle. Donc, il y a toujours un dernier slide, mais on ne le montre pas toujours en fait. Comme Thibaut avait très bien terminé la présentation, je me suis arrêté. Comme ça, les limites. Voilà. Non, mais globalement, le processus de recherche est cumulatif. Donc chaque fois, on sait très bien qu'on ne fait pas la révolution dans une recherche. Et d'ailleurs, on se base ici largement sur le modèle des lycées, etc. On aurait pu citer la source que vous citez. Après, nous, notre objectif, c'était de mettre finalement l'accent sur notre contribution réelle. Et notre contribution, elle est à 2 niveaux. C'est d'abord, on a les comportements qu'on met en relation avec toutes les perceptions simultanément. On intègre également donc, des aspects relationnels, la qualité de la relation. Et en plus, on fait ça sur 2 sites marchands d'importance. Et ça, lorsqu'on regarde le panorama et l'ensemble de la recherche qui a été publiée jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Alors, si vous me dites que vous avez mesuré les relations entre les 8 leviers, la qualité de la relation et puis les comportements d'achat, les comportements réels. Bon, faudra échanger là-dessus. Et j'irai regarder. Voilà, les choses à disposition des gens qui s'intéressent, maintenant elle est publiée, elle est confidentielle pendant un petit temps. Maintenant elle est accessible et publiée, elle a été présentée à Nanterre et elle est disponible. Merci. Très bien. Alors donc, Christian Barbaret, INIT, hein, donc vous êtes un professionnel, tu es un professionnel Christian, hein, donc va verser dans l'étude. Voilà, oui, c'est vrai que nous on dit professionnel, donc on qualifie les chercheurs de non professionnels, c'est sans doute une erreur. Maurice. Je vais parler en tant qu'enseignant en même temps, d'abord merci pour toutes ces interventions, mais j'ai 2 remarques. La première, c'est qu'on n'a pas parlé à un seul moment du mot valeur. Quelle est la valeur pour le client? Quelle est la valeur pour l'entreprise? Quelle est la valeur pour l'émetteur? Quelle est la valeur pour le receveur? Et dès lors qu'on n'identifie pas la valeur, si je reprends la notion d'information, elle n'a aucune valeur en soi, sauf au moment où j'en ai besoin. D'accord? Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le risque. Et j'aime bien le fait d'avoir entendu que Amazon a été plébiscité comme meilleur site. C'est qu'à la fois il y a de la valeur sur la disponibilité, sur l'engagement, sur etc. Mais en même temps, pour le client, c'est la probabilité très forte de trouver ce dont il a besoin, soit dans le site, soit dans les sites partenaires. Donc voilà, je voulais juste contribuer. C'est une contribution tout à fait juste parce que, alors bon, il se trouve que Gilles est un des meilleurs spécialistes, je vais faire sa publicité mais c'est sincère,
internationaux de la question de la valeur perçue, en fait. C'est plutôt son sujet d'habitude, donc j'ai dit ne réponds pas là-dessus parce que... Mais effectivement, beaucoup de modèles intègrent la notion de valeur perçue, on va dire, un peu entre l'engagement et la fidélité. Donc c'est tout à fait juste. Et puis la notion de risque, elle est essentielle parce que à quoi bon parler de confiance, il n'y a pas de risque en fait. Hein. Donc les deux fonctionnent avec, hein, si j'ose dire. Donc là, on est en train de réfléchir en ce moment à un protocole d'étude pour plutôt dans le domaine de la santé. C'est clair que ceux qui ne perçoivent pas de risque n'ont aucune raison de devoir faire confiance. La question du risque est intimement liée à la question de la confiance. Donc de bons concepts, on va dire, à intégrer dans une recherche un peu plus riche. Alors, avec plaisir si tu veux participer, parce que je développe un nouveau modèle autour de la santé. Ah, bah voilà, tu vois. Encore un professionnel versé dans la recherche. Alors, 2 dernières interventions. Alors, peut-être madame qui avait... j'arrive pas. Oui, un praticien. Oui. Tout d'abord, l'assistance qu'on va apporter au client pendant la vente, au niveau du site, juste avant la vente, après la vente, tout le support après. Ça, c'est un métier fondamental également sur les grandes marques. Et le deuxième, c'est le traitement des réclamations et des incidents que les centres de contact et de gérer. Ça, c'est un point extrêmement important. Et je voudrais juste rebondir sur l'étude d'Aris Interactive qui a été faite en 2011 sur l'impact de la relation client. Je dis juste Alors, c'est un point tout à fait juste, notamment sur le traitement des réclamations, et je tiens à le préciser d'ailleurs. Dans le chapitre qui traite de ces questions, mériter la confiance client, il y a donc notre idée de petit caillou, on en a vu 2 tout à l'heure, il y en a un autre qui est le traitement des réclamations. Donc très clairement, c'est un enjeu fort, hein, la façon dont l'entreprise gère ses incidents. Alors juste peut-être une dernière intervention, parce qu'après on peut prendre une pause, mais on se retrouve après. Hein. Ah, vous vouliez un petit complément? Oui, excuse-moi, juste on a parlé de fidélité, j'ai jamais entendu une satisfaction. Oui, c'est vrai. Voilà. Voilà, mais on voit bien qu'effectivement... Oh, alors bien sûr, dans le livre, le chapitre 5 essentiellement, 4 pardon, 4. Le chapitre 4 sur piloter l'expérience client, très connecté à la question de la satisfaction, et c'est vrai que c'est pas une thématique qu'on a mis en avant jusqu'à présent. Didier Fichou. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation de l'étude. Vous avez simplement amené des apports nouveaux dans le domaine en tout cas du e-commerce. Est-ce que vous avez pour projet de continuer à travailler ce modèle pour un domaine beaucoup plus cross-canal? J'ai en charge la direction de la vente et de la relation client pour Leroy Merlin, et très clairement les nombres d'entrants marketing sont beaucoup plus diversifiés, ne se limitent pas aux emailing. Donc est-ce que vous pensez aller plus loin dans votre approche et introduire cette complexité du cross-canal? On aimerait aller plus loin, oui. On aimerait aller plus loin, et c'est vrai que c'était aussi sur le dernier slide. Alors, dans le... C'est comme ça que je m'en sors chaque fois. Je crois que je vais le mettre parce que... Non, mais celui-là, il est beau aussi. Hein. C'est bon, c'est bon. Non. Mais alors, parmi les 2 sites, il y en a un qui est multicanal, donc qui fait donc du click and mortar, mais c'est vrai qu'on n'avait que des données comportementales, d'achat, sur le site. Voilà. Et donc, forcément, là, il y a une limite. D'accord, mais en même temps, lorsqu'on fait une recherche, on ne peut pas être exhaustif. Alors je retiens la valeur, la satisfaction, le traitement, etc. Mais en même temps, si on fait un modèle avec 45 construits, vous imaginez bien que c'est lourd, quoi. C'est lourd, ça ne tourne pas, il y a des corrélations, bon, bref. Donc on est amené à faire des choix, sachant que chaque fois on essaie simplement, hein, on parle de petits cailloux, on essaie d'apporter un petit caillou supplémentaire par rapport à ce qui existe. Mais on ne fait jamais de révolution en recherche. D'accord, à part peut-être certains... Albert Einstein de la Juste relation client. Un mini complément, c'est absolument notre souhait de poursuivre et d'intégrer une vision multicanal là-dedans. Des nouveaux dispositifs de recueil d'informations sont en train d'être désormais popularisés. Je pense au recueil de la satisfaction en point de vente post-achat immédiat qui nous apporterait un nouveau volant de données qu'on pourrait travailler.
Et ça ferait une magnifique thèse. Donc pour les profs qui sont là, on cherche des chiffres, donc n'hésitez pas, des bons candidats qui ont envie de se passionner pour cette question. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de profs ici. Il y a beaucoup de professionnels, en dehors de 2-3 profs.